Donc, c'est une vidéo. Cette vidéo est destinée à, en fait, à, nous allons un peu voir comment est-ce qu'on fait pour concevoir les plans d'un projet. C'est partie, en fait, des outils de bonne conception. Quand on veut, vous êtes dans un cycle, vous êtes dans un cycle professionnel. Et ce qui fait la différence entre vous et les gens qui ne partent pas faire ce parcours-là, c'est qu'eux, ils conçoivent avec les technologies, avec les moyens du quartier. Vous devez apprendre à concevoir selon les règles de l'art. Très important. Donc, parmi les outils de conception, de modélisation, il y a ce qu'on appelle UML, Unified Modeling Language. UML, donc, c'est un ensemble de notations. C'est une notation. Donc, UML te fournit un ensemble de symboles et de métadonnées pour pouvoir modéliser un système informatique. Donc, nous allons voir pourquoi modéliser et comment est-ce qu'on fait pour modéliser en utilisant la notation UML. Ensuite, nous allons parler du diagramme de classe. Et bon, on va aussi parler un peu du diagramme d'association et de l'abstraction. Donc, je vous pose la question, pourquoi est-ce que c'est important de modéliser quand on travaille? Oui, voilà. La modélisation est très importante parce que ça nous permet d'avoir une idée précise, comme il l'a dit. Parce que euh, je vous parle souvent constamment des projets que des grands ingénieurs en informatique, c'est dans les années 1900. Ils ont abordé ces projets, mais ils n'ont pas modélisé. C'est un peu comme quelqu'un menuisier qui se lève et dit qu'il veut faire la table. Allez, il se lève, il fait la table, ça passe. Et quand il veut commencer à faire une armoire, il doit obliger de s'asseoir pour modéliser, il doit obliger de s'asseoir pour dessiner. Donc, un modèle, en fait, c'est simplement un dessin, hein. C'est un dessin technique. Donc, nous allons ressortir, nous allons faire en fait des dessins techniques d'une application, d'un système informatique. Et en fait, la particularité de la notation UML, c'est que c'est un langage universel, c'est-à-dire, voilà, elle est compréhensible par tout le monde. Toute personne qui fait dans... Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on disait qu'on ne parle pas de l'informatique, n'est pas comme une science, hein, parce qu'on disait que c'est une technique, en fait. Bon, je dis ça comme ça. Toute personne qui fait dans les sciences informatiques peut comprendre votre dessin technique. On se comprend. Il est question ici là de faire des dessins techniques d'un système informatique. Voilà, donc UML, je précise entre parenthèses, UML n'est pas une méthode de conception. UML, c'est une notation. Parce que quand on parle de méthode de conception, on parle de, après ça, il faut faire ça. Un peu comme un peu comme les différents cycles de vie d'un logiciel. On a le cycle de vie en cascade, on a le cycle de vie en V, voilà. D'abord, on te donne les méthodes, on te donne voilà, l'instruction à suivre, une démarche. La notation UML ne te fournit pas la démarche, elle te fournit simplement des métadonnées de notation. Donc, comment est-ce qu'est né le langage UML? Le langage UML est né de la fusion de trois méthodes de conception. La méthode de Ramboch, Jacobson et Boch. Brady Boch, Rimboch et Ivar Jacobson. C'est vrai que ce n'est pas que ce sont les trois qui sont assis pour mettre UML sur pied, non. En fait, avant, avant ces trois personnes-là, on modélisait déjà. Mais le problème du génie logiciel, ce n'est pas la modélisation. Le problème est que le génie logiciel, vous savez que c'est un domaine qui est lié de la technique, qui est né de... Ce n'est pas né comme une science, en fait. Elle est née du besoin. Et quand les choses sont nées du besoin, c'est un peu difficile de pouvoir formaliser cela.
de pouvoir standardiser cela. Chacun a sa façon de faire. C'est un peu ce qui se passait. Chaque ingénieur avec ses méthodes de conception, avec sa façon de concevoir. Il a fallu que l'OMG, une organisation pour la modélisation objet, a dit que non, on ne peut pas fonctionner comme ça parce que nos logiciels doivent être utilisés par tout le monde. On doit pouvoir interagir. Le but de l'homme, quand il conçoit ces choses, c'est de pouvoir interagir. Et si on doit pouvoir discuter, si on doit pouvoir dialoguer sur des projets, il faut qu'on parle le même langage. Parce qu'avant ça, il existait voilà, pratiquement plus de 50 méthodes de modélisation. Chacun avait sa façon de modéliser. Mais ce n'était pas standardisé parce que voilà, quand on veut créer la confusion, les Chinois disaient que pour détruire un homme, il faut deux visions. Quand un homme a deux visions dans sa vie, il ne peut rien faire. Voilà, comme nous ici en Afrique, on dit qu'on ne peut pas poursuivre deux lèvres à la fois. Parce que le cerveau humain ne peut pas se focaliser sur deux choses à la fois au même moment. Il y a perte d'énergie. Donc, il existait pratiquement beaucoup de méthodes de modélisation. Donc, ce sont ces trois grands ingénieurs-là qui se sont réunis. C'est vrai qu'il y a d'abord, je crois que c'est Grady Botch et Ivar Jacobson qui se sont réunis. C'est après que Ron Botch est venu pour ajouter sa part. Donc, ils se sont réunis, ils ont dit, non, on ne va pas fonctionner dans le désordre. On va créer une notation standard, unifiée. C'est pourquoi vous entendez UML. Langage unifié. Et ils ont mis sur pied UML. Unified Modeling Language. Donc, UML apparaît donc comme le langage de modélisation unifié. Un langage de modélisation. Donc, nous allons donc voir ici comment ressortir un dessin technique. Bon, jusque-là, je parle du dessin technique parce que, en fait, j'estime que nous sommes, voilà, pour faciliter votre compréhension, je parle de dessin technique. Et quand on va évoluer, on va parler d'un de diagramme. On va parler de diagramme. Voilà. Donc, avec la notation UML, on a plusieurs symboles, on a plusieurs métadonnées. Une métadonnée, c'est simplement un symbole. Chaque symbole est responsable d'une information. Chaque symbole porte une information, on va dire ça comme ça. Donc, UML nous fournit plusieurs vues. Donc, UML nous fournit. En fait, un système peut être vu de plusieurs façons, de plusieurs angles. Nous, par exemple, on développe cela depuis. On peut voir, d'un point de vue de la programmation orientée objet, on voit une application comme étant quoi? L'application est perçue comment d'un point de vue de la programmation. Il dit que vous faites les choses du quartier, vous avez dit que voilà maintenant, t'écoutes. D'un point de vue de la programmation, une application est vue comment? Oui. Hein? Bon, pas comme un ensemble de programmes vraiment. D'un point de vue de la programmation orientée objet, on ne peut pas dire qu'une application c'est un ensemble de programmes. Une application, c'est un ensemble de classes. Quand on programme, le développeur voit une application comme un ensemble de classes. Un ensemble de classes qui communiquent. C'est pas ça. Quand on veut faire la base de données, les classes qui vont jouer pour le rôle de la base de données. Quand on veut faire la couche service, les classes qui vont jouer le rôle de la couche service. Quand on veut faire les contrôleurs, en fait, la classe, c'est un peu comme le parapluie. Si on veut faire simple. Comme la brique de base pour faire une maison, c'est le parapluie. La brique de base pour faire une application, c'est la classe. Maintenant, ça dépend de toi, ta façon d'organiser les classes là pour aboutir à une application. Donc, d'un point de vue de la programmation, on peut voir une application informatique comme étant un ensemble de classes. Maintenant, on peut changer cette vue-là, on peut quitter de cette vue. On passe maintenant d'un point de vue de la programmation procédurale.
Vous savez, quand on parle de la programmation procédurale, on parle simplement d'une programmation où on utilise beaucoup les fonctions et les procédures, où le concept de classe n'existe pas. Là, maintenant, une application peut être vue comme étant quoi? Une application peut être, d'un point de vue de la programmation procédurale, une application peut être vue comme un ensemble de fonctions et de procédures. Donc, je vais développer mon application. Quelles sont les fonctions que je vais développer? Quelles sont les procédures que je vais développer? Donc, vous n'avez pas trop vu ça, donc je vais passer rapidement. Maintenant, si on quitte encore cette vue-là, bon, ça c'est en passant aussi, ça c'est la vue qui a été héritée par Méris. Donc, avec Méris, Méris nous représente, nous donne la vue d'un système informatique comme étant quoi? Comme un ensemble de fonctions et de procédures, mais aussi, ces fonctions et ces procédures-là utilisent une base de données. On se comprend? Un ensemble de fonctions et de procédures qui utilisent une base de données. C'est pourquoi Méris sépare les fonctions et les traitements. Qu'est-ce qu'il dit? Méris sépare les données et les traitements. Donc, on a des fonctions qui attaquent une base de données. C'est comme ça que Méris voit ça. Maintenant, d'un point de vue de la modélisation, pas dire ça comme ça. Du côté de UML maintenant, comment est-ce que UML, quelles sont les différentes vues d'un système? Tu peux dire ça comme ça. Que UML te représente. Parce que UML donne aussi plusieurs vues pour ton système informatique. J'utilise bien un système informatique, je ne vais pas dire application. Parce que une application, c'est quoi? Une application, c'est un système qui est implémenté dans un langage de programmation. Je pense comprendre. J'ai un système, je n'ai pas dit système informatique, j'ai dit système. Une application peut être vue comme un système qui est implémenté dans un langage de programmation. J'ai la quincaillerie, mais ma quincaillerie, c'est un système. Je peux maintenant implémenter, je peux développer la quincaillerie là, dans un langage de programmation. Là, je suis en train de programmer le système, le fonctionnement de ce système-là. Dans un langage de programmation, ça devient maintenant l'application pour gérer la quincaillerie. Très bien. En fait, c'est justement, en fait, le problème que les étudiants ont souvent, ils ont souvent un problème de compréhension d'où ils partent et de compréhension de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que vous êtes très fort pour taper les choses au clavier et faire les choses comme si vous étiez les grands développeurs, je sais pas. Mais vous avez du mal souvent à être objectif dans ce que vous faites. Donc, c'est un système. C'est pourquoi quand, tout à l'heure, on va aborder le diagramme de cas d'utilisation. Quand on aborde le diagramme de cas d'utilisation, vous faites souvent l'erreur là. Vous croyez que vous êtes en train de modéliser une application informatique. Non, vous êtes en train de modéliser un système. On se comprend. Comme tout à l'heure, un système, tu peux être en train de modéliser une quincaillerie, tu peux être en train de modéliser une école, tu peux être en train de modéliser une entreprise, tu modélises un système, tu n'es pas en train de modéliser une application. Maintenant, ce que tu as modélisé là, de ton système, avec la notation UML, c'est maintenant toi qui vas décider quelles seront les branches de ce système-là que tu vas informatiser. Quels seront les processus dans le système que tu viens de représenter là? Quels sont les processus que tu vas développer? Toi, par exemple, me dit que ça, je ne développe pas. Ça, je développe. Ça, je ne développe pas. Oui, le choix revient. Ça, c'est une nuance terrible que vous devez pouvoir faire dans votre cerveau. On n'est pas obligé de tout modéliser. C'est pour ça qu'on modélise ce qu'on veut. On modélise le réel perçu. En fonction, c'est pour ça en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de diagramme qui soit faux, il n'y a pas de diagramme qui soit vrai. Puisque, en fait, chaque diagramme est en train de représenter quelque chose. Donc, je ne dois pas dire que ça c'est un diagramme qui est faux, ça c'est un diagramme. Non, c'est l'objectif qu'on va atteindre qui est véhiculé par le diagramme. Je ne dois pas dire que ça c'est un diagramme qui est faux, ça c'est un diagramme qui est vrai. Non. Chaque diagramme a ses objectifs. Celui-ci peut faire son diagramme de caractérisation, il met ceci. L'autre va faire, il dit que non, moi je mets plutôt ça. Si les deux n'ont pas les mêmes objectifs à atteindre. C'est pourquoi c'est quelque chose qui est beau. C'est pourquoi en fait c'est un peu compliqué d'enseigner souvent ça. Parce que ça dépend justement de l'objectif qu'on va atteindre.
Ce n'est pas tout qu'on va informatiser. On informatise les processus qui semblent pertinents pour nous. C'est pourquoi on part du système d'information organisationnel, c'est-à-dire le système d'information organisationnel, c'est-à-dire ce qu'on voit, c'est-à-dire la caissière, les reçus, tout ce bagage-là. Mais un système d'information informatisé. C'est pas tout qu'on va informatiser. Voilà. Donc, UML nous fournit maintenant une autre vue. Avec UML, nous allons voir notre système sous plusieurs angles. Nous allons modéliser sur plusieurs angles. Oui, la question c'est laquelle? Avec UML, en fait, il faut comprendre où est-ce que UML se positionne. UML se positionne comme étant un langage de modélisation. En passant, ce n'est pas simplement, bon, ça c'est vrai que c'est des choses qu'on connaît déjà, ce n'est pas simplement les systèmes informatiques qu'on va modéliser avec UML. On peut modéliser même un système pour la banque, hein, le fonctionnement de la banque. On peut modéliser même le football dedans. C'est un langage de modélisation. Donc ça veut dire que à chaque processus, depuis que tu pars de l'analyse jusqu'au développement, jusqu'au déploiement là, jusqu'à ce que ton application soit réelle là, UML t'encadre avec ses diagrammes, avec ses modèles. UML est là pour t'encadrer. Je n'ai pas vraiment, bon, c'est parce qu'on n'est pas dans une formation professionnelle. Hein. On est juste en train de, moi je suis en train de vous titiller, je suis en train de vous chatouiller un peu. Mais sinon, je voulais vraiment être rigoureux, comme un professionnel de faire. Tout ce que vous devez faire là, vous devez ressortir les diagrammes. Même pour coder, il y a les diagrammes UML pour coder. En fait, quand vous comprenez ça, c'est pourquoi maintenant l'IA existe. C'est pourquoi c'est très bien que l'IA existe. C'est une bonne chose pour nous. On va un peu se reposer. Pourquoi? Parce que maintenant, avec l'IA, je dessine mes diagrammes et il me sort le projet. Donc, ça veut dire que moi, je vais évoluer, je vais me concentrer sur la tâche qu'il ne peut pas faire, c'est-à-dire la conception. Vous voyez maintenant pourquoi l'IA ne peut pas vous remplacer. L'IA va concevoir comment? Puisqu'il faut comprendre l'objectif, il faut comprendre ce qu'on veut, il faut contextualiser. Comment il va faire pour faire ça? Il ne peut pas. C'est pas possible. Mais c'est pour le travail technique. Coder, interagir avec la base de données, la MOF. Tu veux faire quoi? Laisse-le, c'est son travail là-bas. C'est pourquoi vous devez évoluer vers la modélisation, vers l'analyse, vers la compréhension, vers une bonne architecture. C'est là-bas que vous devez évoluer. Mais c'est aussi bon de maîtriser le code. Parce que même dans le code, il ne s'en sort pas. Il va falloir peut-être même 10 ans ou 20 ans pour que l'IA vraiment soit costaud. Voilà. Donc, UML vous encadre de l'analyse jusqu'au déploiement du projet. Donc, il y a les diagrammes pour faire l'analyse. Il y a les diagrammes pour faire le développement. Il y a les diagrammes pour faire le déploiement. Et à chaque étape, tu consultes simplement ton modèle et tu exécutes. Voilà. Parmi les diagrammes, bon, là maintenant, on va un peu parler de façon sommaire de quelques diagrammes UML et on va entrer en détail. Nous avons un diagramme, en fait, bon, UML fournit une vue qu'on appelle la vue statique et une vue dynamique de son système. Ça veut dire, on peut te représenter ton système avec un ensemble de classes. Ça c'est la vue statique. On peut maintenant représenter ton système comme un ensemble d'objets qui communiquent. Ça, c'est maintenant la vue dynamique. Donc, on a les diagrammes de type statique, les diagrammes de type dynamique. Les diagrammes qui représentent le fonctionnement de ton système. Un peu comme quand vous êtes en train de coder ici. Quand on code généralement, on utilise beaucoup le diagramme de séquence ou le diagramme d'objet.
Voilà les diagrammes qui traduisent l'interaction entre les classes. Parce que, par exemple, si vous vous souvenez, la dernière fois, je voulais faire une fonctionnalité, bon, même comme je vous ai même donné vos fonctionnalités là, j'ai parlé des fonctionnalités, par exemple, je ne sais pas quoi, c'était pour faire quoi là, pour attribuer un projet à un élève. Il faut faire le diagramme de séquence. Pour dire que le diagramme de séquence va te dire, OK, pour faire la fonctionnalité ici, la classe ci va faire ça. Après la classe ci va faire ceci. Après la classe ci va faire ça. Si ça marche, voilà le message qu'on va retourner. Si ça marche pas, voilà le message qu'on va retourner. C'est-à-dire que quand tu as le diagramme de séquence, tu es off. C'est-à-dire que tu es tranquille et posé. Tu n'as pas à réfléchir. Tu n'as pas à réfléchir que quelle classe tu vas faire avec quelle classe, Non, non, non. Le diagramme de séquence te décrit toute la séquence. En fait, le diagramme de classe te dit que pour faire la fonctionnalité ici, pour attribuer un projet à un stagiaire, voilà toutes les séquences, voilà tous les processus, voilà toutes les actions qui doivent se passer pour que la fonctionnalité soit réalisée. Et là, maintenant, quand le développeur voit ça, il est tranquille. Il sait que, première des choses, l'étudiant doit être créé. 2, le projet doit être créé. 3, on doit, la base de données doit faire ceci là. 4, après, la méthode aussi doit être appelée. 5. Oui, ta question, c'est laquelle? Ça va? Bon, moi, il va vouloir faire le diagramme de séquence avec vous. Il devrait encore perdre beaucoup de temps. Oui, mais vous pouvez, non. Formation professionnelle. Vous faites 3 mois, vous pouvez vous enseigner toute la terre entière avec 3 mois. Je suis juste en train de vous briefer, c'est un briefing. Dites-vous que ce que vous apprenez là, c'est multiplié par 10, même peut-être par 20, pour être un bon expert dans ce domaine. Donc, vous allez vous former avec rage, avec passion. Et Arnold, tu croyais que quoi? Ok. Donc, le diagramme de cas d'utilisation, le dessin technique cas d'utilisation, c'est un diagramme qui me représente les fonctionnalités de mon système. C'est un diagramme qui représente les fonctionnalités. Si tu savais ça, il faut noter si tu ne savais pas. Je vais faire le quiz sur ça encore. Hein. Mais tu réponds sur le quiz là. Non, ça va. Il demande juste. Waouh, ça c'est super. Je sais que toi tu comprends très vite. Tu as une très bonne compréhension. Donc nous avons le diagramme de cas d'utilisation. L'une des particularités de la notation UML, c'est que ça fait partie de. Voilà. C'est une notation qui est centrée sur l'utilisateur. C'est-à-dire, on développe, on comprend notre système sur la base des utilisateurs. Ça fait qu'on peut on peut très peu se tromper. Vraiment, quand vous allez commencer à faire les applications des gens, ne faites pas comme si vous êtes des grands programmeurs, comme si c'est vous qui vous connaissez trop les choses, ou comme si vous pouvez trop implémenter les choses. Non, non, ça c'est une erreur terrible. Vous devez comprendre les gens. Vous devez comprendre leurs besoins. Et vous devez pouvoir traduire leurs besoins dans un langage. Vous devez pouvoir modéliser leurs besoins. Vous dites que, parce qu'en réalité, vous allez tomber très peu sur des gens qui connaissent déjà leurs besoins. Comme actuellement, moi je travaille avec quelqu'un pour pouvoir faire l'application pour gérer son établissement. Lui-même ne connaît pas son besoin. Tu vas te dire qu'il veut sommer une application pour gérer son établissement. C'est toi, en tant que spécialiste, en tant que quelqu'un qui maîtrise, tu vas dire que il faut que tu ailles à l'établissement. Tu vois comment l'établissement fonctionne. Tu vois les processus qui se font en interne. Ça se fait, c'est ça se fait. À partir de ça, maintenant, tu dis que, voici ce qu'il peut modéliser, voici ce qu'il ne peut pas modéliser dans mon système. Voici, je peux vous faciliter la tâche avec ceci, voici. Tu formalises tout ça dans ton diagramme. Ne tentez pas de partir coder quand vous n'avez pas encore fait le diagramme. Sinon, vous avez fait une application que vous n'avez jamais fini de votre vie. Parce qu'un jour, il va dire que non, il y avait ceci que tu as oublié. Non, il y avait tout ça. La fonctionnalité ne va pas m'aider. Vous allez être dans un va-et-vient où tu développes, après tu t'arrêtes, tu reviens encore, tu enlèves, tu développes. Non. On formalise tout ça pour avoir une vue globale. Oui?
Après avoir... En fait, c'est ça que il y avait mon enseignant, une docteur Nguyen. Il disait souvent que les informaticiens, être informaticien, c'est une tâche qui est... Je sais pas comment il disait ça, mais en fait, il disait que c'est un peu... Nous, le travail qu'on fait, c'est un travail des malhonnêtes. Parce que même quand tu déploies une application, l'application est sur le marché. Ton application a une panne, mais on doit te payer pour que tu ne pas la panne là. En fait, quand tu vas déployer, quand tu fais l'application pour quelqu'un, surtout dans notre contexte ici, vous mariez comme ça là. Il ne peut plus te séparer. Il va se séparer de toi comment? Donc, vous êtes liés par les liens du mariage. Vous êtes inséparables. Oui, parce que quand tu déploies l'application, on monte, on descend, ses besoins vont évoluer. Ton domaine va agrandir ou bien ça va chuter. Et il va falloir maintenant que tu refasses certaines choses dans le système. Les mises à jour, qui va faire ça? Et toi, tu vas m'appeler pour venir faire les mises à jour dans ton système, tu vas me payer. Tu perds ton temps. Ah, donc, c'est pourquoi quand tu fais, c'est pourquoi il faut avoir une bonne réputation. Oui, pas une bonne réputation. Quand tu es avec quelqu'un, imagine-toi que tu as 10 personnes, que tu as il dit que même seulement 3 personnes que tu as déployé l'application, ça te suffit. Hein. Chaque, peut-être, chaque 3 mois ou chaque 2 mois, les gars vont t'appeler. Oh, machin, c'est l'application, ça fait ça, machin, il faut que tu. Les gars vont t'appeler. Je vous dis par peu d'expérience. Tu ne peux pas mettre une application pour quelqu'un, tu as déployé, et la personne ne t'appelle pas constamment. C'est pas possible. Vous devez toujours être ensemble, toujours, toujours, toujours. Et puis même c'est ton système. S'il veut te faire le choking, qui va appeler une autre personne. Il sait il va dépenser doublement parce que toi, tu as construit ton truc avec quelqu'un. Toi, tu vas m'appeler pour qu'il vienne réparer ses torts. Toi, tu penses qu'il va d'abord le saboter devant toi. C'est d'abord là. Tu te dis que comme tu vois son système, là, c'était un faux truc. Ça n'a ressemblé à rien. Maintenant, moi, je dis qu'il veut refaire ma part. Toi, tu crois que je me fais les choses. Mais vous, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Celui qui vient saboter d'abord l'autre, il ne connaissait rien, c'est même pas une grande. Il te dit qu'il ne connaît rien. Il a utilisé quelle technologie, regarde ce qu'il a fait. Il ne connaissait rien. Comme tu ne vois pas, maintenant tu te mets à part. Chacun a ses atouts et chacun a ses inconvénients. Mais l'une des choses que j'ai remarqué vraiment et qui est déplorable, c'est que dans la majorité des développeurs utilisent toujours les anciennes technologies. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. On ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire que tu pars, tu vois, par exemple, j'étais récemment à la pharmacie de Foulan là-bas pour consulter l'application. Ils ont carrément fait l'application avec Access. Tu te demandes que, hey, papa, Access, c'est les choses qu'on utilise depuis 2007. Tu fais une application pour gérer une grande pharmacie comme ça avec Access, mon frère. Oui, on parle, allez, regardez les applications qui sont dans Santa Lucia. Ça ressemble à quoi? Non, en fait, c'est que les gars n'ont pas évolué, ils ne sont pas mis à jour. Ils ne sont pas mis à jour, ils sont restés avec les anciennes technologies. Même les applications que vous voyez dans Santa Lucia, ça ressemble à quoi? Pardon? Même si l'application est déjà sur le marché, il y a ce qu'on appelle l'injection, le déploiement continu, où tu peux toujours faire, à chaque moment, tu peux toujours faire les mises à jour. Tu changes l'intérêt. WhatsApp ne fait pas les mises à jour dans ton téléphone là-bas. Parce que quand ils font les mises à jour, ils te demandent. Ça ne charge pas automatiquement. Quand ils ont lancé la nouvelle fonctionnalité avec les statuts là, ça va charger sur ton téléphone. Tu as autorisé pour que ça te télécharge. Automatiquement, vous voyez comment l'interface devient recustomisée, ergonomique, automatiquement. C'est ce qui doit se passer pour nos applications. Il y a des technologies vraiment de l'année, on ne sait pas ce qui se passe. Tu peux même voir le site web des organes, de l'État. Ah, ça. On fait le site web en WordPress. Et même WordPress, ils finissent n'enlève même pas les choses de WordPress. Du gouvernement. Ça.
On va dire que le site web a fait c'est combien de milliards. C'est pourquoi ça, c'est les choses qui font en avance. Je vous envoie une vidéo dans le groupe. C'est lundi ou c'était mardi. C'est lundi que vous envoie une groupe. Comment les hackers la font? Vous avez vu la vidéo que j'ai envoyée dans le groupe là? Ça, c'est juste en William. J'envoie mes vidéos sur le sommeil. Tard, 23h, c'était tard, mon petit. La nuit, pour moi, commence à partir de 1h. La nuit, pour moi, commence à partir de 1h. Si j'ai dormi tôt, c'est 23h. Vous voyez, les petits jeunes hackers de 15 ans, 6 ans, ils montrent comment ils entrent dans les systèmes. Là, ils ramassent les données comme ça, ils t'envoient même ta photo, ils t'envoient tes nudes, même si tu veux. Ils ramassent tout ça. En passant même, je vais vous dire un truc. Vous savez que vos messages de WhatsApp que vous faites là, c'est toujours là, non? Vous savez ça, donc ça n'a jamais été supprimé. Vous avez supprimé dans votre téléphone, mais c'est toujours là. Un jour comme ça, quand vous allez monter en tant que président là, on va dire, regarde ce que le président faisait à 4 heures. Vous n'avez pas vu le président du Sénégal. On a pris ces vieilles photos quand il était encore au champ, il était caché au maïs. On a ressorti ça, on dit qu'on va regarder, il va voir le président. Chez les Chinois, un Chinois ne peut pas t'embaucher sans avoir regardé sans avoir allé fouiller tes données sur le dark web. Tout vos données sont sur le dark web. Mais oui, dans les bases de données là, on garde ça au coffre-fort. Un jour là, tu vas accéder à un grand poste là. On t'envoie là-bas le message, il dit que calme-toi mon petit, on t'a vu venir, on connaît comment tu as grandi. On connaît tout ce que tu faisais à 4 heures, ce que tu faisais à 23 heures. Mais que après tu viens encore faire, on te glisse d'abord une vidéo, tout ce que tu faisais. On glisse encore là, toi-même tu te sens que ici là, tu dois me calmer. Hmm? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bon, restons dans le sujet. Ça, c'est le diagramme de cas d'utilisation. Donc, c'est un diagramme qui est centré utilisateur. C'est un diagramme qui est centré fonctionnalité. Et ce que vous devez comprendre ici, c'est que pour faire un bon diagramme de cas d'utilisation, on part, en fait, un cas d'utilisation, en fait, c'est une action, une façon d'utiliser le système. C'est ça qu'on dit cas d'utilisation. Un cas d'utilisation, c'est une façon d'utiliser le système. On se comprend? Donc, on dit cas d'utilisation. Je peux utiliser ça pour ce cas, je peux utiliser mon système pour cet autre cas. C'est pour ça qu'on parle de cas d'utilisation. Maintenant, qu'est-ce qui fait d'un système à avoir, qu'est-ce qui pousse un système à avoir un cas d'utilisation? Ce sont les acteurs. S'il n'y a pas d'acteurs, un système ne sert absolument à rien. Ce sont les acteurs qui sont à l'origine de l'existence même du système ou des cas d'utilisation. C'est pourquoi quand on veut comprendre un système, quand on veut bien modéliser un diagramme de cas d'utilisation d'un système, on commence d'abord par identifier les acteurs. Il y a même en fait qui dans le système-ci? Il y a la caissière, il y a la comptable, il y a votre truc que vous mettez souvent administrateur, là, je ne sais même pas où ça sort. Dans la quincaillerie du père, là, tu as vu l'administrateur là-bas. Vous mettez d'abord boss de la quincaillerie, c'est un acteur. Maintenant, quand vous avez centré les acteurs, vous devez maintenant voir qu'est-ce que ces acteurs-là font dans le système. Et leur rôle. Qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils font dans le système, c'est ça qu'on appelle des cas d'utilisation du système. Ce qu'un acteur fait dans le système, c'est ça qu'on appelle un cas d'utilisation du système. On dit que l'acteur là réalise un cas d'utilisation du système. C'est ça. Maintenant, vous devez comprendre aussi autre chose, c'est que, voilà, dans la conception des acteurs, il y a ce qu'on appelle les acteurs secondaires et les acteurs principaux. Les acteurs principaux sont ceux qui font le cas d'utilisation, les acteurs secondaires sont ceux qui accompagnent les acteurs principaux dans la réalisation du cas d'utilisation. Par exemple, dans une quincaillerie, un acteur principal peut être un client. Le client fait quoi dans la quincaillerie? Il fait des achats.
Donc, dans la quincaillerie, le client initie un achat. L'achat, c'est un cas d'utilisation du système de la quincaillerie. Maintenant, pendant qu'il initie l'achat, nous avons la caissière qui interagit là-bas comme acteur secondaire pour aider le client à faire son achat. Et en revenant même dans la quincaillerie, vous devez comprendre que c'est ce qu'on appelle l'analyse systémique. L'analyse systémique, c'est une méthode également qui a beaucoup proliféré. L'analyse systémique te permet de voir ton système comme un ensemble de sous-systèmes. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Dans la quincaillerie, un système, c'est simplement une entité qui réalise une chose. Dans la quincaillerie, par exemple, il peut y avoir combien de systèmes? Il y a le système, par exemple, de gestion de la quincaillerie pour gérer en interne. Il y a le système de gestion des ventes, là-dedans pour gérer les ventes. Il y a le système pour gérer l'approvisionnement. Hein? Il y a le système pour gérer la comptabilité. Maintenant, vous devez comprendre que en fonction de l'application que vous devez faire, votre application ne va pas forcément toucher tous les systèmes de la quincaillerie. Donc, quand je dis faire une application pour gérer la quincaillerie, pour gérer quoi? Les ventes, l'approvisionnement, le stock, la comptabilité. Je comprends. Donc, votre application vient se greffer à un système particulier de la quincaillerie. Comme par exemple, de faire une application pour gérer le restaurant. Ton application va se centrer sur quoi? La gestion des ventes, la gestion des réservations des plats, la gestion du service client, la gestion de la comptabilité. Ça dépend de toi. Je comprends. C'est très important ce que je suis en train de dire là. Ça vous évite d'être éparpillé. Oui, c'est ce qu'on appelle souvent les ERP. Des choses comme Odoo. Ce sont des applications qui englobent généralement plusieurs systèmes. Odoo, par exemple, fait ça. En fait, ceux qui font dans le GSI là, voilà, ils ont beaucoup de ERP comme ça là, pour gérer tout un ensemble. Mais c'est robuste en fait. C'est robuste parce que ça touche plusieurs sous-systèmes. Voilà. Donc, en fait, il y a dans le diagramme de qualification, il y a la notion d'acteur, la notion de cas d'utilisation et la notion d'association et généralisation. Bon, là, on y reviendra. Bon, il y a aussi le diagramme de classe. On va parler également du diagramme de classe. Ça, c'est un diagramme statique. Le diagramme de cas d'utilisation montrait l'interaction entre le système et les acteurs, c'est ça, non? On voit le diagramme de cas d'utilisation, ce qu'un acteur fait et ce qu'il fait dans le système. Donc, c'est un diagramme qui représente l'interaction entre l'acteur et le cas d'utilisation du système. Et le système, en fait, vous fait de façon simple. Ici, ça, c'est notre diagramme de classe. Ça, c'est un diagramme qui représente le comment est-ce que le système est construit. Comment est-ce qu'il est construit, en fait, parce que nous sommes dans l'analyse orientée objet. Ça veut dire, en fait, notre système est vu comme un ensemble de classes communiques. Voilà, ça montre la structure interne, c'est-à-dire à l'intérieur de la fonctionnalité, quelles sont les classes? Quelles sont les classes qui sont assemblées? Quelles sont les classes qui communiquent dans la fonctionnalité ici? Donc, ça montre la structure interne. C'est un peu comme le diagramme de cas d'utilisation te donne le rôle de la maison. Et avec le rôle de la chambre, le rôle de la douche, ce que le diagramme de cas d'utilisation fait. Maintenant, quand le diagramme de cas d'utilisation finit de donner le rôle, le diagramme de classe maintenant vient pour dire que, OK, voici comment la douche doit être conçue. Voici comment le salon doit être conçu. Voici ce qu'il y a dans le salon. Voici ce qu'il y a dans la douche. Voici ce qu'il y a dans la cuisine. Donc, le diagramme de classe représente la structure interne. On peut faire l'un avant l'autre. Hein. C'est pas que les deux, tu dois faire le diagramme. Non, on peut faire l'un avant l'autre. UML, c'est un ensemble de diagrammes. Un ensemble de notations.
UML ne te dit pas que tu dois commencer par le diagramme de caractérisation, après tu fais le diagramme de classe. Ou bien tu vas commencer par le diagramme de classe, après tu fais le diagramme de caractérisation. Non. C'est simplement pour être cohérent qu'on se propose de commencer par le diagramme de caractérisation, ensuite le diagramme de classe et après le diagramme de séquence, et ainsi de suite. Parce que vous avez dit que UML vous encadre de l'analyse jusqu'au déploiement. Donc, à chaque phase, il y a un diagramme qui doit être généré. Voilà, on va aussi parler, voilà, on va parler du diagramme de classe. OK. Donc, pour le moment, voilà les deux diagrammes que nous allons voir. Mais c'est vrai que pendant la phase de développement, je peux peut-être aborder le diagramme de séquence. En fait, il y a aussi le diagramme d'objet, diagramme d'état de transition, des choses comme ça. Ou le diagramme d'activité. Mais bon, on va juste parler de ces trois-là. OK. Donc, nous allons donc, we are going to begin. Nous allons donc commencer notre étude de quelques diagrammes UML. Donc, n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne, de liker, d'activer la cloche de notification et de commenter. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.